Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Odette Pira. Bonjour et merci de suivre Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire, 2,43 millions de dollars, c'est le montant injecté par le FIDA pour booster le maraîchage agroécologique au Togo. L'accord de financement a été signé hier entre l'institution et la CETOP. La production du riz va augmenter très bientôt au Togo à travers le projet RECOAS, une initiative de la CEDEAO au profit de 13 pays de la sous-région. Dans le Togo, le projet a été lancé cette semaine à Lomé. Alphonse Loti, coordonnateur du dit projet, est l'invité du journal. Dans la page des sports, il sera question du tournoi qualificatif IFOAB. Dès moins de 20 ans, la sélection nationale senior sera en stage pour 2 semaines. Plusieurs joueurs sont convoqués à un regroupement. À suivre également dans ce magazine pluriel, les échos du palais et la revue de presse. Bienvenue à tous. Je le disais tantôt en titre, 2,43 millions de dollars, c'est le montant injecté par le FIDA dans le projet soutien à la promotion du maraîchage agroécologique paysan au Togo, au PROSMAT. L'accord de financement a été signé hier entre l'institution et la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles CETOP, chargé de sa mise en œuvre. Alou Adara Ayefouni, président de la CETOP. Nous allons au niveau des pays collaborer avec les communes pour installer des marchés uniquement dédiés aux produits maraîchers, mais des produits issus de l'agroécologique. Autrement dit, des produits qui seront sains, où les consommateurs vont se diriger vers là. Nous allons également aussi, à travers ce projet, encourager, disons, l'autopromotion des femmes qui font de l'épargne et de crédit à travers les caisses tontines, auxquelles nous allons apporter notre contribution pour renforcer les capacités de ces tontines-là sur le plan national. La supervision du dit projet à la charge du FIDA va bénéficier à près de 9 900 producteurs agricoles. Toujours dans ce contexte, journée mondiale de fonio, ce 27 juillet, originaire d'Afrique de l'Ouest, le fonio est considéré comme la plus ancienne céréale consommée. Peu connue, elle est cultivée au Togo, dans la Kara et dans les plateaux. Que vaut cette céréale pour qu'une journée lui soit consacrée? Élément de réponse dans ce dossier signé Charlotte Harard. Le fonio regorge de diverses vertus. Traditionnellement cultivé pour atténuer le déficit céréalier pendant les périodes de manque de nourriture, le fonio est de nos jours une culture de rente à grande valeur monétaire. Mais le développement de la filière fonio est freiné par des récoltes pénibles car ces grains ne mesurent qu'1 millimètre. Sur le plan alimentaire, sans gluten et riche en protéines, le fonio conseillé en tant qu'aliment diététique possède d'importantes qualités nutritives. Il contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le fonio est également important sur le plan socio-culturel. Il est utilisé dans les repas de fête et de sacrifice. C'est le cas chez les peuples Akoso-Akebu dans la région des plateaux. Ces derniers fêtent au vazou, c'est-à-dire fêtent du fonio. Le fonio est aussi connu pour ses valeurs thérapeutiques. Il est conseillé par les médecins aux personnes atteintes de diabète et d'obésité en raison de son indice glycémique faible. Sur le plan agroécologique, le fonio résiste à la sécheresse, s'adapte bien aux conditions climatiques locales et participe à la préservation de l'environnement, ceci en offrant un couvert végétal au sol pauvre. Sur le plan économique, compte tenu de son faible coût de production, le fonio est très rentable et il permet de surmonter les périodes de soudure. Les pailles de cette céréale, avec leur forte valeur fourragère, sont également destinées au bétail. La journée mondiale du fonio a été voulue par un certain nombre de pays africains. Elle remonte à 2010 et est célébrée tous les ans au mois de juillet.
Charlotte, pour être plus précise, cette denrée est célébrée à travers la fête traditionnelle au Vazou chez les peuples Akousso et Akebu au Togo. Occasion de revenir sur les vertus de ce produit agricole de plus en plus prisé à Tarakofi, cultivateur et éleveur de volailles. Concernant la valeur nutritionnelle du fonio, aujourd'hui je pense la science le prouve. Il contient presque toutes les catégories d'éléments nutritionnels, que ce soit les glucides, les protéines. Le fonio sert aussi à rendre hommage aux ancêtres et est réputé être la nourriture de base des peuples Akousso et Akebu. Retrouvons à Tarakofi. Le fonio a été depuis le temps de nos aïeux une de leurs nourritures de base et encore l'une des céréales qui avait une importance majeure dans la vie rituelle de l'Akebu. Par exemple, lorsqu'il faut invoquer les ancêtres, leur présenter une nourriture, c'est le fonio parce qu'il tenait une place importante dans leur vie spirituelle. La fête traditionnelle au Vazou est célébrée chaque deuxième samedi du mois de décembre. Un autre élément de cette édition, les artistes Almok, Toufan et King Mason sont désormais les ambassadeurs de la marque Move Africa. Leur mission est de porter la vision de cette société qui est d'accompagner les Togolais dans leur quotidien à travers des offres de qualité. La signature de partenariat a eu lieu hier à Lomé, Nabara, Nafara, Nouda. Les artistes togolais Almok, Toufan et King Mason vont désormais porter les différents message de Move Africa à l'endroit de la population togolaise. C'est le sens du partenariat signé entre ces trois artistes et la société Move Africa. Younes El Badraoui est directeur général de Move Africa Togo. Ce sont les nouveaux visages de la marque Move Africa. À partir des jours qui viennent, vous allez le voir un peu partout. Ils vont porter nos messages, ils vont porter notre vision. Et pour nous, c'est aussi important parce que c'est des artistes auxquels beaucoup de Togolais s'identifient. Ces trois artistes sont des icônes, chacun dans son style. La force, ils reflètent l'innovation, ils reflètent la persévérance. Et chacun de ces articles qu'on a choisis, une histoire ancienne, ancestrale je dirais. Et donc ça correspond aussi à ce que nous voulons passer. Ces ambassadeurs sont conscients de leur mission de porter haut la nouvelle vision de Move Africa qui est oser viser loin et passer à l'action. Pour Almok, ce choix n'est rien d'autre qu'une marque de confiance. Ambassadeur, c'est de pouvoir faire déjà grandir encore plus la marque, apporter quelque chose de nouveau en image, en idée, en personnalité et surtout en affaires. Merci pour cette confiance qu'ils ont eue en moi et j'espère vraiment bien travailler pour pouvoir ouvrir la porte à d'autres artistes aussi derrière moi. Le groupe Toufan est également satisfait de ce partenariat et déclare que plusieurs projets seront exécutés pour le bonheur des Togolais. Écoutons respectivement Barabas et Mastadjas. Ça représente beaucoup pour nous parce qu'on a besoin de partenaires pour accompagner notre carrière et ce n'est pas les moindres, c'est Move Africa. Il y a beaucoup de belles choses pour la population. Par moments, on était étonnés de savoir qu'il y avait de très bons forfaits avec Move qui étaient inconnus du grand public. Nous avons des étudiants qui font des recherches sur Internet. Ils ont besoin de ce genre de réduction pour faire avancer leurs études. Avec Move et avec les produits qui sont aujourd'hui en train de mettre en avance, je pense que les artistes togolais vont se faire écouter davantage. Allons à Sokodé où les députés de la région centrale sont en tournée depuis le 9 juillet dernier dans la localité. Objectif renforcer l'interaction entre la population locale et ses élus locaux. La tournée prend fin le 30 juillet prochain. Michel Pemissi à Top Sokodé. Les membres des délégations ont communiqué sur le travail parlementaire déjà réalisé, notamment l'adoption du règlement intérieur et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont présenté en détail la nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée nationale le 19 avril et promulguée par le chef de l'État le 6 mai dernier. L'élection du président de la République par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès et la désignation par l'Assemblée nationale du président du Conseil dont le poste revient au leader du parti majoritaire ainsi que les différents rôles et responsabilités de ces deux plus hautes personnalités de l'État ont été entre autres clarifiés. Des éclairages sont aussi apportés sur la période transitoire de 12 mois dont le processus est déjà enclenché pour la mise en place des autres institutions devant compléter celle de l'Assemblée nationale. Les délégations étaient conduites dans les préfectures de Tchamba, Buita et Soutoubois par le vice-président région centrale du parti, Acha Deji Afo. Dans le mot Echaoudjo, c'est le secrétaire général du parti, Achole Akleso, et le député Ourosama Mohamed Saad qui conduisaient respectivement les représentants des députés. Les chefs de mission ont annoncé aux populations locales l'arrivée très
prochainement d'importants dons en matériel médical du chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour renforcer l'information sanitaire de la région. Les délégations ont visité certains sites, notamment le centre hospitalier régional CHR de Sokodé, la zone d'aménagement agricole planifié ZAP du canton de Colina, dans la commune Tchaoudjo 3, le centre de formation technique et professionnelle de Tchamba, la ZAP d'Agbaouliga, commune Tchamba 1, et le chantier de réhabilitation de la route Tchamba-Kaboli, frontière du Bénin. Les députés ont fait un tour au CHP Blita, à la centrale solaire photovoltaïque de Blita et à la ZAP d'Agbadi Mono, respectivement dans les communes Blita 1 et 2. À Djakpanga, les députés ont visité le centre de santé de Djakpanga et la ZAP de Kanya dans la commune Mo 1. À Soutoubois, la délégation était au CHP de la localité et à la ZAP de Tamende. Michel Pemissi, à Top Sokodé pour Radio Lomé. Un regard sur les enfants dans cette édition. La période de vacances est synonyme d'évasion et de détente. Cependant, l'augmentation du trafic routier pendant ces périodes accroît considérablement les risques d'accidents, surtout pour les enfants qui s'amusent à cœur joie sur les routes. Quelle serait donc l'attitude des conducteurs en ces périodes de vacances? Aziamoué Komla, moniteur d'auto-école, répond. La première règle du code de la route, c'est la prudence. La vigilance et la conscience de soi. Il y a des enfants dans la rue, roulez calmement, respectant les signalisations routières et la limitation de vitesse. Surveillez surtout tout ce qui vous entoure pour qu'il ne soit pas un danger pour vous-même et pour eux. Respectons les autres règles qui s'appliquent dans la circulation. Nous avons 3 grandes règles qui sont la priorité à droite, la priorité de passage et la perte de priorité que nous appelons entre-temps le céder le passage. Et à toute intersection, il y a une règle à pratiquer. Si tu apprends le code, tu connais le code, tu arrives à une intersection, tu sauras quelle règle pratiquer. Et à défaut de ces règles, il faut conduire avec prudence. Arriver à une intersection, ralentir, regarder à gauche, regarder à droite avant de partir, avant de traverser. Toujours sur la route, loin d'être de simples accessoires décoratifs sur la route, bien sûr, les panneaux de signalisation sont des instruments essentiels pour la sécurité routière et la fluidité du trafic. La nécessité de connaître ces panneaux s'avère alors cruciale. Blandine Ama Anakba, Geneviève Pugnon. Présents sur les routes, les carrefours et aussi dans les zones urbaines, les panneaux de signalisation communiquent des informations importantes et vitales. Elles sont conçues pour être comprises par tous. Le directeur de l'auto-école La Décision, Aziamoué Komlan, donne quelques-uns de ces panneaux. Les signalisations routières, c'est l'ensemble des panneaux que nous voyons implantés le long des chaussées pour aider les conducteurs à bien se comporter pour sauver sa vie et la vie des autres. Nous avons 4 catégories de signalisation. Par exemple, nous avons les signalisations verticales, les signalisations horizontales. Nous avons les signalisations lumineuses et nous avons les signes des agents, ceux qui réglementent la circulation. Nous voyons les policiers qui font la main. Il y a les feux tricolores. Il y a les signalisations verticales que nous appelons les panneaux. Nous avons les signalisations horizontales que nous appelons communément les marquages au sol, c'est-à-dire des lignes qui sont tracées. Une signalisation claire et efficace est indispensable pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Retrouvons Aziamoué sur l'importance de ces panneaux de signalisation. Tous ces panneaux ont leur importance. Par exemple, nous disons dans le code que l'agent de sécurité en train de régler la circulation prime sur toutes les signalisations, que ce soit le feu tricolore, que ce soit les panneaux, que ce soit les marquages au sol, toutes ces signalisations, l'agent de sécurité prime sur tout ça. Donc, l'importance des signalisations routières que nous appelons les panneaux, les feux tricolores et les agents de sécurité, les marquages au sol, c'est d'aider le conducteur à savoir rouler dans son couloir. La route, comme je l'avais dit, ça parle. Un panneau qui te dit circulation dans les 2 sens à partir du panneau. Ça veut dire que tu roulais sur une voie à sens unique et maintenant tu rencontres un panneau à double sens. La voie n'est plus pour toi seul, c'est pour vous deux. Quelqu'un peut aller, quelqu'un peut revenir. Si tu connais le code de la route et les panneaux, tu les respectes, il n'y aura pas de problème. Donc voilà l'importance des signalisations routières que nous appelons communément les panneaux de circulation. En tant qu'usager de la route, il est essentiel de connaître les signalisations routières et de respecter les indications que la route fournit. Elle nous protège, nous et les autres. Merci Geneviève. Ce communiqué de la HAC à présent portant suspension de l'émission Auditeur Actualité de la radio Victoire FM et du journaliste Joachim Agbetim. Angèle Huntodi.
Vu le code de déontologie des journalistes du Togo, vu l'arrêté numéro 01/RAC/22/P du 2 août 2022, portant cahier des charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore et télévision privée commerciale, vu l'autorisation d'installation et d'exploitation de la radio privée commerciale Radio Victoire FM de Lomé délivrée par la RAC, vu le rapport du service de monitoring de la RAC en date du 25 juillet 2024 relatif aux violations des règles déontologiques par la Radio Victoire FM au cours de l'émission Auditeur Actualité diffusée le 25 juillet 2024 de 7h30 à 8h20, considérant qu'au cours de cette émission, l'invité maître Akila François Boko a tenu des propos mensongers et d'une extrême gravité sur la situation sécuritaire dans notre pays. Considérant que ces affirmations ont été faites par cet invité d'une part, dans le but de porter atteinte au moral des forces de défense et de sécurité, qui ne ménagent aucun effort pour protéger notre pays des attaques terroristes récurrentes dans les pays de la sous-région, et d'autre part, pour faire croire aux populations que rien n'est entrepris par les autorités togolaises pour assurer leur protection et celle de leurs biens, qu'il s'agit manifestement d'une opération dont la finalité est de manipuler les consciences aussi bien des populations que des forces de défense et de sécurité. Considérant que toujours au cours de cette émission, l'invité a fait des déclarations diffamatoires et injurieuses à l'endroit des autorités politiques togolaises, qu'il a martelé à plusieurs reprises avoir créé un mouvement visant la déstabilisation du Togo avec pour objectif le renversement du gouvernement, qu'il a en outre tenu des propos incitant les forces de défense et de sécurité et les populations à l'insurrection en vue de mettre fin au régime en place. Considérant qu'au cours de l'émission, l'animateur M. Joachim Agbetim n'a pu canaliser l'invité qui s'est livré à des affirmations et déclarations aux finalités ci-dessus indiquées, que l'animateur n'a non plus pris des dispositions afin de permettre le respect du principe de l'équilibre de l'information, considérant que la Radio Victoire FM en offrant son antenne à son invité, sans rappel à l'ordre ni cadrage pour proférer des menaces et proclamer ses intentions de déstabilisation du pays, s'est comporté en support de propagation de fausses nouvelles, de manipulation des consciences des citoyens et des forces de défense et de sécurité, donc complice de l'auteur des propos attentatoires à la légalité, notamment aux dispositions du Code de la presse et de la communication, considérant qu'au travers de son émission du 25 juillet 2024 par la Radio Victoire FM, a violé les dispositions des articles 37, 40, 153, 157 et 158 de la loi numéro 2020-001/PR du 7 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication, considérant qu'au regard de la gravité des affirmations de l'invité de la Radio Victoire FM et surtout de leur caractère mensonger, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication se devait de faire respecter la déontologie et l'éthique journalistique, ainsi que lui habilite l'article 23 de la loi organique relative à la RAC, considérant que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a le 26 juillet 2024 invité pour échange le directeur de la Radio Victoire FM, accompagné de M. Joachim Agbetim, l'animateur de l'émission, que cette séance d'échange s'est tenue à son siège en présence des représentants des organisations professionnelles des journalistes, tels que l'OTM, le CONAP et l'URATEL, considérant qu'au cours de cette séance, l'animateur a reconnu les graves manquements dans sa conduite de l'émission du 25 juillet 2024, ainsi que la gravité des propos tenus par son invité, considérant qu'en l'espace de 14 mois, c'est la 3e fois que la Radio Victoire FM est invitée par la RAC pour les violations de la loi dans la conduite de ses émissions interactives, que toutes ces invitations ont été sanctionnées par des mises en demeure, que cette radio s'est encore une fois refusée de respecter dans son émission du 25 juillet 2024, que ces récidives de la Radio Victoire FM justifient amplement la prise à son égard des mesures de suspension de son autorisation pour la durée maximale prévue par la loi,
que prenant toutefois en compte les excuses présentées par l'animateur de l'émission, auditeur actualité, et le directeur de la radio Victoire FM, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, après en avoir délibéré en sa séance du 26 juillet 2024 et en application de l'article 62, deuxième tiret de la loi organique numéro 2021-031 du 6 décembre 2021, modifiant la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, décide, article 1er, la suspension pour une durée de 3 mois à compter du 27 juillet 2024 de l'émission Auditeur Actualité de la radio Victoire FM. Article 2, la suspension pour une durée de 3 mois à compter du 27 juillet 2024 de M. Joachim Agbetim de l'animation de toute émission d'actualité ou d'information dans quelque radio que ce soit, exerçant avec l'autorisation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Article 3, la présente décision sera notifiée à la radio Victoire FM et à M. Joachim Agbetim. Article 4, la présente décision sera publiée au journal officiel de la République togolaise. Deuxième partie de cette édition magazine, à l'étranger, le Niger est toujours confronté à l'arrivée de migrants dans le nord du pays. Des migrants expulsés notamment d'Algérie et dernièrement de la Libye. L'Organisation de défense des droits de l'homme indique que 463 Nigérians ont été renvoyés mi-juin depuis la Libye. Cela sans que les autorités soient averties au préalable. Les pays du G20 sont engagés hier à Rio de Janeiro à coopérer pour que les super riches soient davantage taxés au nom de la lutte contre les inégalités. Nabara Nafara Noudar que nous retrouvons. Le sujet a dominé la réunion de 2 jours des ministres des Finances du groupe formé par les 19 plus grandes économies mondiales, l'Union européenne et l'Union africaine. Ce rendez-vous devait préparer le sommet entre chefs d'État et de gouvernement du G20 prévu les 18 et 19 novembre également à Rio. Poussé par le Brésil du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva à la tête du G20 cette année, l'idée de créer un impôt minimum sur les plus fortunés n'a pas fait consensus, mais un compromis s'est dégagé pour inciter chacun à davantage les taxer. Dans le plein respect de la souveraineté fiscale, nous nous efforcerons de coopérer pour faire en sorte que les personnes très fortunées soient effectivement imposées, a-t-il indiqué dans une déclaration sur la coopération fiscale internationale publiée à l'issue des travaux. Le texte souligne que les inégalités de richesse et de revenus compromettent la croissance économique et la cohésion sociale et aggravent les vulnérabilités sociales et prônent des politiques fiscales et efficaces, équitables et progressives. Outre le Brésil, la France, l'Afrique du Sud, l'Espagne et l'Union africaine soutenaient une taxation internationale des super riches. Mais les États-Unis ont rejeté des négociations internationales sur le sujet. Présente à Rio, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI a salué la position du G20 en faveur de la justice fiscale, jugeant opportune et bienvenue la décision de coopérer en vue d'imposer les plus riches. Rubrique invitée à présent, bientôt le riz produit au Togo sera en quantité abondante pour satisfaire la demande locale. C'est grâce au projet RICOAS lancé cette semaine à Lomé. C'est une initiative de la CEDEAO qui regroupe 13 pays de la sous-région. Le projet vise à transformer la production rizicole de la sous-région en intégrant des techniques agricoles avancées. Que comprendre concrètement du projet RICOAS et comment sera-t-il exécuté au Togo? Pour vous éclairer, Radio Lomé reçoit M. Alphonse Loti, coordonnateur du projet. Il est au micro de Sibi Lanson. Monsieur Alphonse Loti, bonjour. Bonjour, madame. Le Togo vient de lancer le projet RICOAS. Alors dites-nous, pourquoi promouvoir la culture du riz au Togo? Effectivement, le Togo vient de procéder au lancement officiel du projet RICOAS. En d'autres termes, c'est le projet de mise à l'échelle d'une production rizicole liée au changement climatique. Et ce projet est exécuté dans la sous-région ouest africaine par 13 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie,
le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Au Togo, justement, promouvoir la production de riz, c'est pour plusieurs raisons. Parce que le riz est entré dans les habitudes alimentaires du Togolais. À part le maïs, le riz est la deuxième céréale la plus consommée au Togo. Et les besoins en consommation de riz augmentent d'année en année. Et il y a nécessité de promouvoir le riz pour pouvoir faire face à cette demande de riz au profit de la population. Ça concourt à la sécurité alimentaire, le riz est consommé et la demande est grandissante. Et lié au fait que la démographie au Togo est galopante et également le fait que la consommation de riz par habitant augmente également. Donc, en prenant en compte ces deux éléments, eh bien, la demande de riz est forte et il faut que la production nationale puisse répondre justement à ce besoin. D'où la nécessité de promouvoir la production de riz au Togo. Alors, Monsieur Loti, comment ce projet sera exécuté dans notre pays? Ce projet sera exécuté dans des zones qui sont retenues pour le projet. Ce projet sera exécuté en identifiant les parties prenantes, les partenaires d'accompagnement et de mise en œuvre. Ce projet sera exécuté en ciblant justement les bénéficiaires de ce projet. Donc, tous ces éléments qu'on doit prendre compte dans la mise en œuvre du projet. Et comme je le dis, le projet au Togo intervient déjà dans 5 zones qui sont 5 régions agricoles du Togo, à savoir la région maritime, la région des 2 plateaux, plateau Est et plateau Ouest, la région centrale et la région des savanes. Et en principe, toutes les régions étaient prises en compte, mais compte tenu des moyens limités du projet, on a dû laisser tomber certaines régions pour s'occuper d'un certain nombre. Ce sont donc 5 régions agricoles dans lesquelles le projet va évoluer. Le projet est structuré autour de 3 composantes. La première composante porte sur le renforcement des capacités des producteurs et des autres acteurs de la chaîne valeur riz pour pouvoir acquérir les capacités pour faire face justement à la production du riz résilient au climat, de faire face aux effets du changement climatique, avoir les capacités pour pouvoir bien produire. Donc on doit renforcer les capacités des acteurs aussi bien individuellement que institutionnellement. La composante 2 vise à appuyer les petits producteurs qui sont les groupes cibles prioritaires à pouvoir pratiquer et mettre à l'échelle l'approche adoptée par le projet qui est une approche de bonne pratique de production de riz résilient au climat. Et la troisième composante porte sur le développement de la communication pour un meilleur partage de connaissances et de gestion de connaissances et le développement du partenariat, le développement, le plaidoyer pour que justement on puisse élargir les champs d'action de la pratique de l'approche de production de riz résilient au climat. Et par rapport toujours à la mise en œuvre, l'ICAT est l'entité nationale de mise en œuvre du projet et en son sein, il y a une unité de gestion qui est mise en place, constituée de certaines compétences identifiées au niveau de la structure pour pouvoir jouer le rôle de comité d'exécution du projet. Et en dehors de cela, au niveau national, il y a un comité qui est mis en place, le comité national de pilotage du projet qui est composé de 3 ministères, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Toujours dans la mise en œuvre des actions par rapport aux composantes du projet, nous avons annoncé tantôt certains partenaires de mise en œuvre, des partenaires, des parties prenantes. Et dans cela, comme il y a des actions à caractère de recherche, des actions à caractère de vulgarisation et des actions à caractère de promotion des organisations, nous avons identifié ces acteurs-là qui peuvent contribuer, disons, efficacement à la mise en œuvre du projet. Donc, en dehors de l'ICAT, qui est une structure nationale de techniques de vulgarisation, une structure étatique, nous avons également ciblé au même titre des ONG. C'est notamment une ONG appelée ONG GRAF qui également fait la vulgarisation sur le terrain qui va s'ajouter à l'ICAT au niveau de la promotion des transferts de technologies pour pouvoir accompagner les acteurs. Au niveau de la recherche, c'est l'Institut togolais de recherche
recherche agronomique, l'ITRA, qui est fortement impliqué également pour nous aider à mettre en œuvre les actions à caractère de recherche, les actions à caractère d'étude sur le projet. Également, les bénéficiaires, c'est les producteurs, les transformateurs, la chaîne de valeur de riz. Et ces acteurs, nous les retrouvons valablement au sein de l'interprofession de riz, qui est dénommé Comité interprofessionnel de la filière riz. Parlons justement de ces bénéficiaires, Monsieur Loti. Vous avez mentionné les personnes vulnérables. Vous les avez identifiées. Dites-nous exactement quelles sont ces personnes et quels sont les critères de sélection de ces bénéficiaires. Le projet a un document de procédure d'identification de ces bénéficiaires, surtout que le projet a un caractère lié au changement climatique. Donc il y a un document de guide du projet qui nous a aidés à d'abord cibler sur la base de la pauvreté des régions, des préfectures, des cantons de nos zones là. On a ciblé non seulement les régions, mais également on est allé au niveau déconcentré, au niveau préfectoral, au niveau cantonal, villageois, au niveau des zones de production pour voir quels sont les sites d'abord sur lesquels on va promouvoir les bonnes pratiques de production résilientes au climat. Ces sites essentiellement ont été des sites de bas-fonds, bas-fonds qui peuvent suffisamment garder de l'eau pour nous aider à promouvoir la production de riz et également des sites de riziculture irriguée. Et par rapport à ces sites-là, les communautés ont été rencontrées, on a échangé, on a utilisé des critères de pauvreté. Par exemple, dans les ménages qui difficilement trouvent à manger 2 fois dans la journée, des ménages dont les revenus sont vraiment faibles, les ménages agricoles qui n'ont accès que à quelques petites superficies, les ménages agricoles qui sont frappés par des crises de l'insécurité, donc des groupes vulnérables tels que des populations déplacées, des handicapés, mais qui sont des agriculteurs. Voilà ces critères que nous avons utilisés non seulement en ciblant. D'abord, ça a commencé par cibler les sites de promotion de cette riziculture et ensuite les populations, les communautés ont été rencontrées, des enquêtes collectes par rapport à leur pauvreté. D'abord, on est parti également sur des documents nationaux qui caractérisent le degré de pauvreté de ces groupes cibles. On a pris ça pour pouvoir nous orienter vers les zones concernées. L'identification se poursuit puisque pour le moment, dans l'élaboration du projet, on a collecté un certain nombre de données, mais on a des objectifs à atteindre en termes d'indicateurs par rapport au nombre de petits producteurs, dont les femmes, le maillon transformation et autres. Et on continue toujours pas à travailler là-dessus pour pouvoir avoir les principaux acteurs et pouvoir travailler avec eux. Pour terminer, M. Alphonse Loti, un message à l'endroit de ces bénéficiaires. Oui, à l'endroit de ces bénéficiaires, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, par rapport à l'importance du riz au niveau national, lié aux besoins croissants des populations, nous pouvons dire que nos riziculteurs et les acteurs qui travaillent sur les autres maillons de la chaîne de valeur riz n'ont pas fait un mauvais choix. Les besoins sont là au niveau national et la production nationale n'arrive pas à couvrir les besoins nationaux en consommation de riz, ce qui amène notre pays à faire d'importantes importations et ce qui est la source de fuite de devises nationales. Nous les encourageons, nous les exhortons à aller de l'avant, à maintenir le cap. Nous sommes là pour pouvoir les accompagner, les doter, les capacités sur les bonnes pratiques dont la mise en œuvre, dont l'adoption peuvent les aider à véritablement booster la productivité de leur système d'exploitation rizicole. Nous les encourageons, nous sommes là et nous les exhortons à pouvoir véritablement travailler intimement avec nous et à s'approprier ces bonnes pratiques, l'accompagnement que nous avons prévu pour eux, pour que, eh bien, tant soit peu, ce projet puisse contribuer aux initiatives nationales en matière de promotion de la riziculture résiliente au climat. Donc, le projet cible essentiellement les bonnes pratiques résilientes dont ils ont besoin pour non seulement améliorer la productivité, mais également l'accompagnement en termes de petits équipements pour limiter tant soit peu la pénibilité de ces pratiques-là pour les amener à pouvoir facilement les adopter et à aller de l'avant, au-delà de la production, améliorer les revenus pour pouvoir gérer efficacement leur ménage. Monsieur Alphonse Loti, merci. C'est moi qui vous remercie, madame, et à très bientôt.
Dernière partie de ce magazine pluriel Écho du Palais, le trafic de drogue selon la loi vise à la fois la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la vente, l'achat et l'emploi illicite de stupéfiants. Les personnes accusées de ce trafic s'exposent à de lourdes peines de prison et d'amende. C'est le cas du nommé Ehike, accusé de trafic international de drogue à haut risque. Il écope de 10 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 23 septembre 2008, les agents de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Tandja à Blita ont été informés de la découverte d'un corps sans vie dans le village de Dikpelewu, derrière une maison d'habitation, lequel corps a été identifié comme étant celui de Damaluka Abina. S'étant immédiatement transportés sur les lieux indiqués, ils découvrirent le dit corps qui portait des impacts de coups de poignard à divers endroits. Selon les déclarations des uns et des autres, la victime aurait été agressée par le nommé Jato Kojo, son conjoint, en raison du fait que celui-ci la soupçonnait d'avoir des relations extra-conjugales avec un jeune homme du village. L'auteur aurait pris la fuite après son forfait, un avis de recherche ayant été émis par les agents enquêteurs contre lui a permis de le retrouver au Ghana où il a été interpellé puis transféré au Togo. Selon les renseignements, l'inculpé est décrit comme une personne calme, travailleuse, courtoise et aimable avec son entourage quand il n'a pas bu, mais d'une humeur bagarreuse et provocatrice sous l'effet de l'alcool. Il ressort donc, selon le cas d'espèce, que l'inculpé a commis un meurtre avec préméditation, laquelle préméditation se déduit du comportement qui a été le sien au moment des faits et qui a consisté pour lui à s'en retourner à son domicile, s'emparer d'une arme blanche avant de revenir affronter sa femme et son amant supposé, ce qui dénote clairement son intention d'en finir avec la vie de ces personnes. En se basant donc sur ces motifs, la cour d'assises de Kara, lors de l'audience du 11 avril 2018, a condamné le nommé Jato Kojo à 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Sport football, le Togo se prépare à accueillir le tournoi qualificatif de l'UFOA Zone B dans moins de 20 ans. Pour réussir ce tournoi, un stage de 2 semaines est prévu par le staff des éperviers juniors. Kilim Boyode. Pour ce stage de regroupement qui va débuter lundi prochain, le sélectionneur Ametokodo Mensanking a convoqué plusieurs joueurs dont la liste a été publiée jeudi dernier. Au poste de gardien, on retrouve Mihedo Daouda de l'AS Bina, Kiti Komlan Ignace, Olympique Academy, Mustafa Ibrahim, Espoir Foot et Kolani Kazmir Eza. À la défense sont convoqués Koura Abdul Hakim, Ouro Bouraïma Razak, Dometi Kofi, Yeboa Isaac, Zoulazi Taoufik et bien d'autres. Pour le milieu, on peut citer Kolani Babouline, Chabana Wassiou, Moglo Isaac, Bouraïma Clinton, Amidou Ramdan, Adebayor Junior, Faré Vincent. En attaque, on aura Derman Yasser, Glo Marius, Klidje Claude, Kwakwalulu Ade, Modjoso Batra, Fofana Fakiou, Boukari Ridouane, Tchadjobo Aminou, Sadou Nader Nado et Adam Brahima Samiou. Ces joueurs convoqués jouent pour la plupart dans le championnat national, mais d'autres tels que Dotto Benjamin évoluent à l'étranger. La revue de presse à présent et c'est avec vous, Abidé Lemou. Bonjour Odette, bonjour à tous. À la une de la presse togolaise, les Jeux Olympiques Paris 2024. Le mérite sportif revient sur la remise du drapeau aux athlètes togolais. Lili Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs, a remis les couleurs nationales aux ambassadeurs togolais. Elle les a exhortés en ces mots, je cite, « Chers athlètes, défendez ce beau drapeau avec dignité et honneur. Ne renoncez jamais et ne vous laissez pas habité par la résignation. » Sur le sujet, le libéral titre « 5 athlètes pour défendre les couleurs du Togo ». Le journal retrace l'historique en rappelant la seule médaille que compte le Togo à son actif depuis le début des Jeux Olympiques. Il s'agit d'une médaille en bronze remportée lors des JO de Pékin en 2008 par Benjamin Boukpeti au canoë-kayak slalom. L'Union pour la patrie n'est pas restée indifférente face aux Jeux
Jeux Olympiques 2024. Elle s'est de son côté intéressée aux propos d'encouragement de la ministre des Sports. Le journal Dunia Le Monde, quant à lui, s'est penché sur l'arrivée des athlètes togolais à Paris mardi dernier. À Koko comme la vie, Adel Gaïtou et Giordano Daou ont pris leur quartier au village olympique à Saint-Denis à Paris dans la matinée et ont été rejoints dans la soirée par Naomi Akakbo et Éloi Adjavon. Déjà à partir de ce samedi, le Togo est entré en lice en aviron avec Akoko comme la vie. Abidé, autre sujet abordé par la presse togolaise, celui des Evala 2024 qui ont pris fin samedi dernier. Effectivement, Odette, en marge des empoignades, les luttes traditionnelles sont une occasion qui a drainé du monde vers la préfecture de la Kosa. Le moyen libéré évoque le partenariat Commonwealth Togo. La secrétaire générale Patricia Scotland est allée à Pia pour faire le point de sa visite de travail au chef de l'État Fort et Sozomnania Singbe. La visite au Togo de la secrétaire générale du Commonwealth doit constituer pour les dirigeants une occasion de réaffirmer l'engagement du Togo en des valeurs défendues par le Commonwealth pour susciter des opportunités d'aide au développement dont le Togo en a tant besoin. C'est ce que relève la lanterne suite à cette visite. Concernant toujours les Evala, la CCI Togo a fait d'une pierre deux coups selon le moyen libéré. Présente aux Evala, la CCI Togo a saisi l'occasion pour entretenir les visiteurs de la foire Evala sur ses services et ses missions. La Chambre, en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine, a également sensibilisé le public sur l'importance du don de sang pour sauver des vies humaines. La presse togolaise s'est intéressée aussi à la tentative d'assassinat de Donald Trump. Oui, à ce propos, la lanterne écrit, je cite, « Après la tentative d'assassinat de Trump et l'émergence de Kamala Harris, le candidat des Républicains en difficulté. » Le journal poursuit en affirmant que la pression des démocrates envers l'actuel président des États-Unis avec sa perte de capacité oratoire et mentale compte tenu de son âge, aussi qu'il soit testé positif au Covid-19, l'ont poussé à retirer sa candidature. Alors qu'un groupe de donateurs a réuni près de 100 millions de dollars pour soutenir sa campagne. À Dunia Le Monde de renchérir, le péril Trump devenait de plus en plus évident et il fallait vite se décider. Visiblement, avec une démarche hésitante, il ne pouvait pas mieux rendre service à son parti avec cette décision. Kamala Harris devrait donc en toute vraisemblance le remplacer au pied levé pour la course à la Maison Blanche en novembre prochain. Et nous restons avec Dunia Le Monde pour chuter sur cette revue de presse. C'est un carnet noir. Le colonel Akobi Mensan n'est plus de ce monde. Alors qu'il était en mission à Dapaon pour le compte du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dont il était le président, l'officier supérieur a rendu l'âme suite à un arrêt cardiaque. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le magazine pluriel de ce samedi prend ainsi fin. Merci pour votre fidélité d'écoute. Le rappel des titres, 2,43 millions de dollars, c'est le montant injecté par le FIDA pour booster le maraîchage agroécologique au Togo. L'accord de financement a été signé hier entre l'institution et la CETOP. La production du riz va augmenter très bientôt au Togo à travers le projet RICOAS, une initiative de la CEDEAO au profit de 13 pays de la sous-région dont le Togo. Le projet a été lancé cette semaine à Lomé. Alphonse Loti était notre invité dans la page des sports. Il était question du tournoi qualificatif IFOAB des moins de 20 ans. La sélection nationale Lyon sera en stage pour 2 semaines. Plusieurs joueurs sont convoqués à un regroupement. Vous avez également suivi dans cette édition les échos du palais et la revue de presse. Reste à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg